Coiffée de dômes spectaculaires, à près de 50 mètres de hauteur, la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas contraste dans le ciel azuréen. Si je devais définir la cathédrale russe de Nice, je dirais que c'est l'exemple le plus abouti, le plus réussi d'architecture orthodoxe en Europe occidentale. C'est un des bijoux du patrimoine niçois. Inaugurée en 1912, la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas est destinée à répondre aux besoins de la colonie russe grandissante à la fin du XIXe siècle. Il faut rappeler que la première impératrice qui est venue séjourner à Nice, ce n'est pas Victoria, c'est la tsarine. Si la tsarine, impératrice de Russie, effectue son premier séjour à Nice 39 ans avant la reine d'Angleterre, ce n'est pas uniquement pour profiter du climat méditerranéen. En 1856, après la guerre de Crimée, le traité de Paris interdit tout mouillage en Méditerranée à la flotte russe. Seul le petit État de Savoie lui donne accès à son port de Villefranche. Un rapprochement s'opère. Et voilà que l'impératrice Alexandra Féodorovna débarque la même année à Villefranche. Elle est accueillie avec faste, c'est une impératrice. Et ça explique une présence russe avec non seulement des aristocrates, mais également des banquiers. Donc il y a des liens très forts qui se sont créés entre Nice et la Russie. Et cette cathédrale est l'aboutissement de ces liens qui n'ont cessé de se développer. Inspirée des églises moscovites à 5 coupoles de la fin du XVIe siècle, la cathédrale russe est édifiée par le professeur de l'Académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, Mikhaïl Preobrazhensky. Ce professeur Preobrazhensky avait construit l'église de Florence. Il avait construit une cathédrale à Sofia et puis à Tallinn, en Estonie. Il a même construit des cathédrales russes en Amérique du Sud. Donc il n'avait plus rien à prouver. On voulait construire un édifice justement tout à fait prestigieux. Donc on s'est adressé au meilleur du moment finalement. La cathédrale Saint-Nicolas est articulée autour d'un volume central carré de 20 mètres de côté, auquel vient se greffer un clocher et 2 porches jumeaux. Sur le corps principal, les tambours sertis d'étroites fenêtres rectangulaires sont coiffés de 5 coupoles, dont la plus haute culmine à près de 50 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 15 étages. En fait, ce style-là, c'était exactement celui que l'on pratiquait dans toute la Russie. Pourquoi? Toute cathédrale devait être construite, grande, petite, sur la base du plan en croix grecque, un grand dôme, le Christ, et 4 petits dômes, les 4 évangélistes. Et si les architectes voulaient exercer leur fantaisie, ils pouvaient le faire, mais dans des bâtiments annexes, collés, c'est-à-dire le clocher, une entrée, un escalier, etc. Sur cette annexe, à l'avant de la cathédrale, l'architecte ajoute une 6e coupole de couleur dorée. En dessous, le campanile abrite une dizaine de cloches dont la plus lourde pèse 3 tonnes. Plus bas, sur la façade, il fait incruster une mosaïque magistrale de Jésus-Christ. Enfin, sur les côtés, 2 porches et leur escalier si caractéristique de la cathédrale de Nice sont installés. Seulement, le projet tel qu'on le voit aujourd'hui a failli ne jamais aboutir. On avait choisi un emplacement dans le quartier des musiciens, du côté de la rue Verdi et de la rue Berlioz, au croisement de ces 2 rues, ce qui explique la conception d'une église à double entrée. Mais comme beaucoup de ces quartiers qui sont proches de la mer, c'était des cressonnières. Le terrain était marécageux, il était impossible de construire des fondations suffisamment profondes pour un tel bâtiment. Pourtant, pas question de renoncer au projet. Il faut trouver un nouveau terrain. Le choix du terrain est soufflé par l'impératrice douairière à son fils Nicolas II. Le tsar Nicolas II a donné le terrain que son grand-père avait acquis lors de ses séjours à Nice, la fameuse villa Bermond, qui était entourée d'un immense parc, d'un grand espace, donc il y avait de la place. Un terrain dont la valeur sentimentale est inestimable pour le tsar Nicolas II
puisqu'il porte le mausolée de son oncle, le tsarevitch Nicolas Alexandrovitch, décédé ici même 38 ans plus tôt. Mais ce nouvel emplacement a d'autres contraintes. Il faut dans un premier temps raser la villa qui se trouve dessus. Et ce n'est pas tout. Une série de sondages, jusqu'à 20 mètres de profondeur, révèle une succession de matières hétérogènes, gypse, argile, sable et gravier, qui menacent la stabilité de l'édifice. Face à ce problème, Nicolas II n'a pas voulu changer d'un iota le projet qui avait été préparé par Preobrazhensky, parce qu'il avait été approuvé par le Saint-Synode, il avait été approuvé par tous ses prédécesseurs, et donc il a dit qu'il sera exécuté tel quel. L'architecte va donc chercher à augmenter l'empattement des fondations, tout en conservant l'aspect de l'édifice. Reste un problème de taille. Le terrain n'est plus situé à un angle de rue, mais au fond d'une impasse. Après de nombreux plans d'études préparatoires et de longues réflexions, la cathédrale va être orientée en direction du nord-est, faisant perdre ainsi son utilité à l'un des escaliers, dont le porche va être condamné. En voyant le bâtiment de 3/4 à 45 degrés, on comprend tout, on voit tout. Même si un des escaliers est victime de cette nouvelle implantation, le hasard a fait que cette rotation présente le monument d'une façon très riche, très variée. Le 25 avril 1903, les travaux peuvent enfin commencer. Là, on rentre dans un chantier qui est gigantesque. Les toutes premières années du chantier se déroulent plutôt bien parce qu'on arrive à tenir les délais, on construit les fondations, la crypte, le soubassement. En 1905, alors que le bâtiment construit en pierre de taille s'élève déjà à mi-hauteur, de nouveaux événements vont perturber l'avancée du chantier. Cette fois, ils sont historiques. Malheureusement, le planning de la construction, il est perturbé par la guerre du Japon qui va durer jusqu'en 1905. Il y a la révolte matée très sévèrement à Saint-Pétersbourg qui pose un problème politique majeur au jeune tsar Nicolas II. Donc le chantier est carrément arrêté, faute d'argent. En 1908, le chantier reprend enfin grâce à un don personnel du tsar d'une valeur de 700 000 francs or. Une somme colossale à l'époque. Il reste cependant nécessaire de diminuer les coûts pour mener le projet de la cathédrale à son terme.